coming back. Alors pour ce dernier échange, on retrouve Elsa Revol qu'on a vu ce matin. On a également David de Brinet qui est concepteur lumière. Annie Le Ridan qui fait également de la lumière et de la scénographie, qui va vous parler de son travail. Et Aurélie Balthazar. Donc bonjour, je suis Aurélie Balthazar. Avec Pia Balthazar, nous formons le duo Les Balthazar. Donc moi, ce dont je peux vous parler, c'est de notre rapport plastique à la lumière, au son et à la scénographie. Donc nous, on écrit des œuvres qui sont on va dire des œuvres numériques intermédiaires. Pour faire en 5 minutes, je vais juste aborder L'écorce du vent, qui est le premier travail qu'on a réalisé ensemble avec Pia, qui était une scénographie plastique sur un théâtre, sur un plateau. Donc là, les images que vous voyez à l'écran, c'est des images qui sont extraites de la scène centrale. Donc c'était sur le plateau, à l'avant du plateau, il y avait un grand rideau qui fermait le plateau et simplement une fenêtre qui ouvrait sur différents textiles, de différents grains, de différentes opacités, qui étaient mis en mouvement et en lumière. Donc c'était en 2011 et on a commencé déjà à cette époque à utiliser des sources à LED. C'est une chose qu'on va garder ensuite par la suite parce que ça nous permet finalement d'écrire la couleur et l'intensité lumineuse de façon très précise. Donc je vais peut-être juste mettre un très très court extrait. Donc on avait réussi et on a ensuite assez souvent réussi à avoir une obscurité parfaite dans la salle. C'était toujours un petit peu une bataille avec les équipes techniques des lieux et on comprend pourquoi, ils ont la responsabilité. Donc les spectateurs étaient plongés dans le noir. Donc ils avaient peu de repères d'espace dans la salle et sur le plateau, ils voyaient simplement une épaisseur, en fait, une profondeur de textile, de fumée qui était animée. Donc c'était en partie écrit dans un logiciel d'écriture dont je parlerai après et c'était en partie joué par des régisseurs plateau avec qui on avait travaillé dès le départ, tout au long de la maquette à Mélan, à l'Hexagone, la scène nationale de Mélan. On voit souvent dans votre travail une sorte de rêverie de la matière en mouvement. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, c'est la lenteur. Que le spectateur, la spectatrice ait vraiment accès à une contemplation de la matière. Et finalement, on essaie, chaque fois qu'il y a des sens un petit peu trop ou des figurations qui vont apparaître, qui nous paraissent un petit peu trop présentes, on va essayer de les retirer et d'avoir quelque chose le plus impalpable possible en termes de figuration ou de signifiant. Et on travaille vraiment sur un étirement du temps, ce qui veut dire que c'est très lent la majeure partie du temps, mais que par moment on va avoir des césures temporelles ou sonores très abruptes pour pouvoir changer la perception temporelle des spectateurs et spectatrices. Donc voilà, là c'était vraiment une scène centrale, donc avec cette fenêtre et donc là qui se lève et avec un plan lumineux qui va venir dans la salle ensuite. Juste parce que c'est peut-être plus... Disons que L'écorce du vent a fondé un petit peu le travail et a orienté la façon dont ensuite on a voulu travailler. Ensuite est arrivée une série de sculptures de brume qui étaient soit réalisées sur un plateau de théâtre, soit réalisées dans un contexte d'exposition. Là aussi, on a vraiment travaillé la lumière comme
matériaux plastiques. On a créé pour ces, disons, une série de 3, ou 4, donc les nocturnes, puis ensuite Nebula et Fall, des dispositifs, donc là c'est vraiment très très raccourci, qui évoquent plutôt les différents plans. Donc là, on a créé pour celui-ci, Tumbleweed, 2 dispositifs, un au sol et un en l'air, attaché au grill, qui fabriquent tous deux de la brume, qui est mise en mouvement par des systèmes de ventilateurs et qui est mise en lumière par des systèmes à LED. Donc c'est des rubans à LED, soit on a fait par exemple une matrice de LED au fond du bac, soit sur les côtés pour faire des lumières plus embrasantes, soit des sources uniques ponctuelles. Et au plafond, des sources lumineuses pareilles qui vont raser la lumière. Je pense que ce sera mieux, ça. Révéler en rasant la masse brumeuse. Donc c'est vraiment, on travaille dans le noir, on sculpte finalement autant l'obscurité qu'il y a autour que la lumière elle-même, que la masse lumineuse elle-même. Et on joue sur des travaux des écritures temporelles très très lentes, très étirées, avec des césures. Finalement un petit peu comme dans l'écorce avant, et avec là vraiment des intensités lumineuses parfois très très faibles, et comme le spectateur est dans le noir, sa vision va être troublée par moments, ce qui va permettre aussi des apparitions que nous on n'a pas forcément projetées et qui lui appartiennent, et finalement sa narration à lui, son vécu à lui appartient aussi en grande partie. Juste pour montrer, en fait, ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment d'écrire tout conjointement. Donc la lumière, le son et tous les éléments scénographiques, que ce soit les brumisateurs, les ventilateurs, etc. Donc ça, on le fait grâce à un logiciel, puisque c'est un petit peu le sujet de la table ronde. On le fait grâce à un logiciel auquel Pia participe depuis le tout début, avec des équipes de chercheurs à Bordeaux. Voilà, donc c'est un logiciel qui est open source. Et il y a pas mal d'utilisateurs, d'utilisatrices, un peu moins hélas, qui travaillent à élaborer des briques, on va dire, des briques de logiciels pour avancer, parce qu'ils en ont besoin pour un travail artistique, par exemple. Et puis il y a quand même encore des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent aussi au logiciel, soit parce qu'il y a des bouts de financement qui sont récoltés, soit aussi beaucoup de façon un petit peu personnel. Voilà, et c'est un logiciel qu'on a aussi utilisé ici avec les étudiants et avec les promotions son et lumière. Et ça a été très intéressant cette année de les voir travailler ensemble. Ils avaient préparé une scénographie, on va dire, avec des éléments scénographiques à déclencher et à jouer, et ils avaient donc préparé aussi de la lumière et du son. Et ils ont coécrit tout ensemble, c'est-à-dire il n'y en a pas, c'est juste certains qui ont coécrit et d'autres qui ont plus réalisé ou qui ont regardé. Ils ont vraiment écrit tout ensemble. Alors une partie dans le séquenceur, Pia était là bien sûr pour aider à la prise en main du séquenceur, et c'était très intéressant de les voir finalement écrire tout et penser tout, alors que c'était des étudiants qui étaient quand même vraiment certains sons et certaines lumières, de les voir penser ensemble des éléments de la scénographie, des éléments sonores, et de penser vraiment l'écriture globale. Et ensuite, ils l'ont joué, alors ça dépendait, certains ont interprété, d'autres un petit peu moins, mais voilà, il y avait le séquenceur lisait, on va dire, une partie qui était écrite de manière fixe, il y avait des points de déclenchement de façon interactive, et ensuite il y avait une partie qu'ils interprétaient, parce qu'ils avaient aussi envie d'avoir une partie d'interprétation, c'était important pour eux. Voilà, j'ai essayé de faire court, je ne sais pas si j'ai réussi plus que les autres, c'est pas dit. Merci beaucoup Aurélie. Merci Aurélie. J'ai pas présenté tout à l'heure François Weber, qui est peut-être le profil de cet ingénieur intermédiaire, puisque tu es en fait
vraiment au carrefour de la lumière, de la vidéo, du son. Et tu travailles aussi, toi, sur des outils informatiques de pilotage intermédiaire? Oui, notamment pour compléter la présentation de Score. Donc, Score, c'est le nom de ce séquenceur. Pour compléter ce que dit Aurélie, en fait, ce séquenceur n'est pas né comme ça de nulle part. Il est issu d'un développement et de recherche de plus de 10 ans, peut-être plus même. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans, oui, voilà. Et donc évidemment, avec les Balthazar, puis d'autres, aussi bien des metteurs en scène, des auteurs, des techniciens, des concepteurs. En fait, la question de l'écriture du temps et de l'espace, et conjointement, comment est-ce qu'on travaille avec du temps et de l'espace, c'est des questions qui nous ont rassemblés. Donc il y a 15 ans donc déjà. Voilà, c'était un peu l'origine de ça. Je tenais à dire ça aussi pour préciser que l'ENSAT a été partenaire de ce projet-là aussi, à plusieurs étapes, à plusieurs reprises, au sein du développement de cet outil, quoi. Oui, je n'ai pas cité tous les partenaires. Oui, bien sûr. Je n'ai pas cité l'ENSAT. Il y en a beaucoup. Mais puisqu'on est à l'ENSAT... Oui, carrément, voilà. Tu as raison. Sinon, oui, moi, très rapidement, je vais essayer de faire très court. Ma formation initiale, c'est l'électronique. Donc, naturellement, je me suis intéressé assez tôt, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, à la question de l'outil via l'électronique et puis très vite l'informatique. La question aussi d'être à la croisée entre le son, la lumière et le plateau, c'est quelque chose qui est très profond pour moi, qui vient de loin, quoi. Je vais juste vous donner 2 petites anecdotes, quoi. Mon père était régisseur de théâtre dans les années 70. Il travaillait pour une compagnie et lui ne se posait pas la question s'il faisait du son, de la lumière ou du plateau. C'est-à-dire que de toute façon, le théâtre où il travaillait, il y avait 6 circuits en lumière. Et quand le théâtre a eu un peu de sous, c'était des autotransfos pour les... Je me souviens de mon père qui tournait les manivelles. Et puis quand le théâtre, c'était le théâtre de Périgueux, donc en Dordogne, et puis à un moment donné, le théâtre a investi dans des rhéostats. Donc il y avait 6 circuits à autotransfo et 6 circuits en rhéostat. Donc forcément, mon père ne pouvait pas faire... c'est pas possible. Donc c'est ma mère qui venait lui donner un coup de main. Et puis quand il rentrait à la maison, de toute façon, il faisait les bandes son sur son magnéto. C'était un vieux Thomson, je me souviens à l'époque. Enfin bref, s'il fallait mettre en place du décor et construire des décors, il ne se posait pas la question de savoir s'il faisait du son, de la lumière ou du plateau. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a amené à faire du théâtre, en fait. C'est cette expérience-là qui m'a amené à faire du théâtre. Puis quelques années après, là, je vois Marie-Agnès Danselme, je donne juste une deuxième anecdote. J'ai fait la formation de régisseur de spectacle à l'ISTS à Avignon. Et c'est une formation qui était en 2 temps. Il y avait une grosse partie en tronc commun. Et puis la deuxième partie de la formation, il fallait se spécialiser. C'est-à-dire il fallait choisir son, lumière et plateau. Et moi, j'ai refusé. C'est-à-dire que j'ai joué au rebelle. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas choisir, quoi. Je ne sais pas comment faire. Voilà, on en parlait encore tout à l'heure avec Marie-Agnès. Alors, bien sûr, j'ai continué à faire du son. Et mon parcours est plutôt lié au son. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, vers la fin des années 90, quand on a commencé à pouvoir traiter l'image en temps réel de manière informatique, naturellement, je me suis intéressé à ces outils-là et je crois qu'aujourd'hui, je fais autant de création vidéo que de son. Mais en tout cas, cette question de l'approche de l'écriture via l'outil, pour moi, c'est un axe important. C'est non pas l'outil comme une finalité, mais du coup l'outil qui influence la pensée, qui influence l'écriture. Et donc comment est-ce qu'on peut avoir un regard aussi sur nos outils qui sont en mouvement. On le voit avec le jeu d'or, par exemple, les évolutions du jeu d'or sont assez importantes, quoi.
l'évolution, tu parlais du tungstène, passage du tungstène à la LED. Là, en ce moment, en son, c'est la question de ce qu'on appelle l'immersion ou la spatialisation sonore. Il y a évidemment des enjeux d'écriture assez importants à ce niveau-là. Voilà. Pour moi, c'est important cet outil, et il est aussi complètement indépendant, en tout cas pour moi, de l'esthétique du spectacle ou de l'esthétique du projet sur lequel je travaille. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas d'avoir une écriture numérique ou de faire du théâtre numérique ou de faire... parce qu'on utilise des outils numériques, on serait dans une esthétique particulière. Moi, je pense qu'au contraire, c'est pas lié à une esthétique propre, quoi. Et que de toute façon, on fait la lumière, de toute façon, on fait du son, de toute façon, on a une scénographie et que de toute façon, on a besoin d'outils. Et ça rejoint le besoin qu'on a en développement. Enfin, là, on parlait d'avoir un département recherche et développement ou de faire appel à des physiciens. Enfin, c'est assez beau comme nom. Mais je crois que c'est indispensable. Si je parlais de mon père dans les années 70, aujourd'hui, c'est 6 circuits, c'est ridicule, quoi. Enfin, plus personne ne fait de spectacle avec 6 circuits, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à une complexité dans les outils pour gérer du son, de la lumière, etc., quoi, qui font qu'on a besoin de compétences et qu'on a besoin de passer par des éléments de recherche, quoi. Et voilà. De nouveaux spécialistes, parce que ça remplace. Alors c'est une vraie question. Moi, je n'ai pas de réponse. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, il faudrait de spécialistes. Là, tu interrogeais la formation. Je sais qu'il a été aussi question ici d'ouvrir une licence de technicien réseau, régisseur réseau, enfin on ne sait pas trop comment l'appeler, on lui donne le nom de réseau parce qu'on sent bien que c'est au cœur de quelque chose, quoi, mais voilà, je sais que le CFPTS a lancé une formation au niveau licence, donc sur cet axe-là, technicien réseau, régisseur réseau, on ne sait pas trop comment le qualifier, on ne sait pas trop lui donner un nom. En tout cas, les compétences se diversifient, ça c'est évident, quoi. Ouais. Merci François. Elsa, tu voulais nous faire part un peu d'expérimentation que tu as menée Je voulais vous parler d'un spectacle en particulier qui s'appelle Eon, qu'on a réalisé, enfin j'ai fait partie de l'écriture aussi, donc co-créé avec la compagnie 1420. C'est un spectacle qui s'interroge sur le temps. Qu'est-ce que le temps ? Est-ce qu'on peut arrêter le temps ? Est-ce que le temps se vit ? Comment ? Voilà, tout ça. Donc on avait vraiment envie que les spectateurs vivent une expérience temporelle très forte. Donc on s'est questionné sur comment faire ça. Donc soit on faisait un spectacle de 18 heures, mais on n'avait pas envie de ça. Donc on a essayé de faire en 1 heure, vivre une expérience temporelle. Est-ce que tu peux montrer d'abord les photos ? On s'est appuyé sur un spéléologue, Michel Siffre, qui s'est enfermé sous terre pendant 3 mois, 4 mois, je ne sais plus exactement, pour lui-même expérimenter la relation au temps, savoir si l'être humain est conditionné à 24 heures ou par la lumière du soleil, ou est-ce que c'est quelque chose d'interne, voilà. Donc il est parti comme ça un peu sans trop de préparation. Son expérience a ensuite beaucoup servi à la NASA, et voilà. On a beaucoup travaillé avec un astrophysicien, Christophe Galfard, aussi sur cette question du temps. Il nous a beaucoup aidé au niveau de l'écriture en elle-même. On a aussi été en collaboration avec le pôle de neurosciences de Saclay, de l'ENS Saclay, pour vraiment comprendre ce qui se passait dans le cerveau humain et quels étaient comment eux abordaient la question du temps et du cerveau humain, et nous, qui déjouons beaucoup le temps dans nos pratiques. C'était très, très, très intéressant, notamment parce qu'on n'a pas du tout le même vocabulaire. Un mot qu'on utilise chez nous n'est pas du tout
compris de la même manière chez eux, donc on a mis bien 3 jours avant de se comprendre, et c'était très très riche comme rencontre. On a aussi travaillé avec un mathématicien, qui était en reconversion. Il était stagiaire électro dans le théâtre dans lequel on a fait la création. Et petit à petit, on a compris qui il était. Et du coup, il nous a aidé à trouver des algorithmes, à écrire des algorithmes, parce qu'on avait besoin de séquencer la lumière de manière très cyclique, mais avec à chaque fois des déviements du temps, des accélérations ou des décélérations de manière extrêmement métronomique. Et pour ça, j'étais totalement incapable d'être seule derrière le jeu d'orgue à enregistrer la temporalité de chaque mémoire. Voilà, donc on a eu besoin de cette aide-là pour travailler là-dessus. On peut passer à la vidéo, comme ça va être un peu plus clair pour que j'enchaîne ensuite sur comment on a créé la suite. C'est un tout petit extrait du teaser. Et là, j'ai eu une impression de solitude grandiose, tu sais. J'ai imaginé réellement dans mon esprit la condition dans laquelle je me trouvais, perdu au fond de ce gouffre. Là, je me suis senti tout petit, tu vois, et j'ai senti un serrement, tu sais, un serrement au cœur. Hein. Donc oui, on a l'interprète, c'est Aragorn Boulanger, Clément de Bailleul est donc à la mise en scène, et donc Aragorn, Clément et moi étions vraiment à l'écriture en commun de ce spectacle. On n'a pas pu écrire ce spectacle sans que la lumière, l'interprétation, donc la danse, si on peut dire, et la mise en scène, c'était intimement lié. On a tous les trois eu toutes les casquettes en même temps. Alors, au niveau de l'écriture temporelle, donc vous avez pu voir au début ces ombres qui bougent comme ça sur Aragorn. C'est pas de la vidéo, c'est vraiment des projecteurs dans une cerce qui se déplacent plus ou moins vite, de manière aléatoire, etc., etc. Et ensuite, la deuxième partie que vous avez pu voir avec la voix enregistrée de Michel Siffre par-dessus. C'est ce que je vous disais c'est pas un montage vidéo, c'est vraiment ce qu'on voit sur scène, donc avec ces allumages et extinctions, ce travail d'ellipse temporelle, qui est un travail qu'on a démarré en 2012 ici, à l'ENSAD pour la Biennale de la danse, et où Aragorn avait au départ 2 souris informatiques dans les mains, et il faisait un clic droit, un clic gauche, un clic droit, un clic gauche. C'était donc des souris USB sans fil avec le petit capteur USB sur le plateau, un grand câble USB qui allait jusqu'en régie, et les souris bien positionnées cliquaient, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche sur différentes cases qui faisaient des choses. Et j'ai voulu aller un peu plus loin pour que je puisse récupérer ces 4 informations, donc 2 informations dans chaque main, pour que ça puisse agir directement sur la lumière. Donc petit à petit, avec un ingénieur informaticien, on a déporté ces souris sur des bagues en cuivre sur les doigts, et du coup, quand il faisait ça faisait différents messages sur des cartes qui étaient renvoyées en Wi-Fi, avec ensuite un câble qui arrivait sur un ordinateur, puis cet ordinateur parle au jeu d'orgue. Et
je suis profondément attachée au jeu d'orgue. J'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à passer à l'outil ordinateur. Je sais pas, j'ai besoin des masters, j'ai besoin de la petite roue pour monter les projecteurs, j'ai besoin de ce rapport concret et physique avec la lumière. Et du coup, j'ai voulu que le câble arrive directement ne passe pas par un ordinateur, mais arrive directement dans le jeu d'orgue. Donc j'ai essayé de chercher vraiment différentes manières. Voilà, j'ai travaillé beaucoup avec le logiciel Hathor, les jeux d'orgue ADB, et avec Inveu, qui est le développeur à ce moment-là de ces jeux d'orgue. J'ai pu lui faire des demandes petit à petit en direct pour faire évoluer le jeu d'orgue vers ce dont j'avais besoin. Plutôt que d'essayer de construire mon propre outil, j'ai forcé les portes pour faire comme ça. Ça me semblait le plus simple. Et toujours est-il que du coup, là où on en est 10 ans après les premières expérimentations avec ces souris, Eon, le spectacle, la conduite lumière se fait vraiment à 4 mains entre les 2 mains d'Aragorn qui déclenchent, en fait ne déclenche pas, mais envoie des signaux dans le jeu d'orgue, et ensuite moi ou la personne en régie qui va décider si c'est le bon moment pour savoir ce que va déclencher ces informations. Et du coup, il y a, je vais utiliser peut-être un peu des termes techniques pour les personnes qui ne font pas de lumière, mais plusieurs séquentiels en parallèle, plusieurs états lumineux prévus qui vont se chevaucher, s'enchaîner, etc., etc. Donc, c'est pas du tout linéaire, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe quand on fait des répétitions et qu'on essaye de faire telle scène, c'est impossible. Il faut vraiment que les choses... Enfin, c'est pas du tout linéaire, mais au contraire, la relation au temps impose d'être dans une linéarité pour que les choses se fassent comme il faut, parce que certaines choses sont déclenchées 10 minutes avant qu'elles aient réellement lieu. Enfin, voilà, tout est très interdépendant. Voilà. En tout cas, le public vit une expérience temporelle, mais alors moi, j'en ai vécu une à 2000%, quoi. Merci beaucoup, Elsa. Toi, Annie, dans ton travail, cet attachement au jeu d'orgue dont parlait Elsa, toi, tu préfères une sensation plus tactile pour contrôler la lumière ? Je ne sais pas ce que je préfère. La chose que je préfère, je crois que c'est expérimenter. En fait, c'est remettre sur le tapis à chaque fois les outils dont j'ai l'impression qu'ils conditionnent énormément l'écriture de la lumière, ou qui conditionnent aussi une espèce de linéarité contre laquelle j'ai envie de lutter. Je suis très contente de prendre la parole après Elsa, parce que de façon différente, je pense que nous cherchons les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les états statiques. La lumière que j'aime faire, c'est la lumière en mouvement. Ça ne veut pas dire que j'utilise des projecteurs asservis ou que je fais bouger des projecteurs. Ça veut dire que quand j'envoie un projecteur, soit il clignote, soit il scintille, soit il ondule, soit il respire. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que mon plein feu de contre-jour ne soit pas dans une courbe linéaire de montée ou de descente. C'est-à-dire il est dans un mouvement, dans un comportement. Ce comportement, cette envie de travailler sur du comportement, ce n'est pas très, très éloigné de ce que racontait Elsa. Il est venu à la suite d'expériences de danseurs qui avaient des capteurs embarqués et qui pilotaient, pas qui pilotaient, mais en tout cas qui avaient une interaction avec le son, ou qui avaient une interaction avec de la vidéo. Et je me suis dit, mais si on essayait une interaction aussi avec la lumière, c'est-à-dire comment je pourrais être surprise par tel ou tel type de mouvement. Et il s'avère que l'ingénieur informatique avec qui je travaillais comprenait absolument rien de ce que je lui disais. Je lui disais, on va faire un effet lumière. Mais qu'est-ce que c'est qu'un effet lumière, quoi ? Eh bien, il faudrait qu'on fasse des mémoires. Mais c'est quoi des mémoires ? Et donc, tout ce travail d'adaptation du vocabulaire, en fait, et puis de recherche l'un et l'autre pour se comprendre, nous a conduit, Cyril Henry et moi, à ce qu'il me propose un petit outil à partir de briques. Et là, je me suis mis à travailler là-dessus et aussi sur des écrans tactiles, parce que j'ai essayé de retrouver avec cette fonction-là une organicité à la lumière qui me semblait être perdue avec les jeux d'orgue.
C'est assez intéressant à un moment de plus être dans le duo régisseur-lumière-éclairagiste, parce que comme Cyril était ingénieur informatique, il était hors de question qu'il aille monter la lumière, qu'il aille la régler. C'était à moi que revenait ce travail-là physique. Donc je me suis dit que moi je m'étais de source, moi j'étais fatiguée, et plus il fallait que j'exploite au mieux et au plus loin le projecteur que j'allais installer. Je sais pas, vous imaginez une 714 qui pèse 20 kilos. Mais mon Dieu, c'est trop lourd, quoi. Et donc, j'ai essayé d'inventer des petits protocoles où, effectivement, 6 circuits pouvaient me convenir. Et c'est vraiment assez chouette de faire ça, parce que ça m'a permis, à un moment, plutôt que faire monter une courbe de projecteur et puis la faire redescendre comme ça, de dire à Cyril comment on pourrait faire, et Cyril me répondant, on va faire ça sous la forme de balles rebondissantes. Donc, j'avais un plein feu lumière qui montait, qui, hop, redescendait, doucement. Et ça, j'ai le moyen, avec l'outil que m'a fait Cyril, de l'étirer dans le temps. C'est-à-dire que ça peut faire ça pendant 1 heure. C'est beau. Pendant ce temps-là, décor dansant, envoyer ce type d'effet me permet d'être dans la contemplation et dans la rencontre, en fait, du corps et de la lumière. Et donc de réduire de plus en plus le nombre de projecteurs dont j'ai besoin, puisque je suis assez surprise, en fait, par ce qui advient. Donc parfois, je fais des effets aléatoires, c'est-à-dire que je dis, au bout de 2 minutes 52, il faut que la lumière change, et tout ça est programmé. Je regarde la répétition comme ça. J'installe beaucoup de micro-noirs aussi. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Et c'est vraiment une façon pour moi d'essayer de réveiller le regard du spectateur, ou le mien. Donc ça, c'est... Voilà. La façon dont je travaille maintenant a été assez influencée parce que je cherche quelque chose de la relation entre la lumière et le son, en dehors du fait qu'un paysage sonore, pour moi, fait image. Et cette relation, en fait, je l'ai un peu trouvée dans une envie d'empiler des comportements lumière, c'est-à-dire mon projecteur ondule, puis la face scintille, et puis les latéraux respirent. Et j'envoie tout ça, et je leur envoie des informations ensuite en disant on arrête tout, on recommence, on repart à zéro, ça monte, ça descend. Mais ça me permet un peu de voir ce que produit la lumière. Donc j'ai un empilement d'effets, mais un peu comme en musique, on empile en fait des sons. Et j'aime bien cette façon de ne plus être linéaire, mais d'être verticale. Voilà, c'est un peu mon rapport au numérique, c'est un peu cette envie de créer des outils, c'est un peu une envie d'être dans une plus grande organicité. Et il y a quelque chose que je dois vous avouer, et j'ai promis que je le dirais, en fait, je ne fais que mes plans d'éclairage en dessinant mes petits projecteurs au trackpad. C'est-à-dire que AutoCAD, c'est pas possible, il y a trop de trucs, là, je comprends rien. Et donc, je prends un temps à dessiner un PC ou un par avec mon doigt sur le trackpad, je vais le poser là, mais ça va vraiment pas là où je voudrais. Mais en fait, tout le chemin qui se fait me permet, moi, de penser l'endroit où je vais mettre le projecteur. C'est-à-dire que quand je écris mon plan, j'écris déjà d'une façon ou d'une autre la lumière. 5 minutes 17. Il y a quelque chose que j'ai absolument besoin de vous dire, c'est que cette transition numérique dont on parle ne peut, à mon avis, ne pas s'accompagner d'une transition écologique. Donc, je travaille en ce moment sur un projet où les costumes et les costumières travaillent à faire des matériaux, des tissus avec des cheveux récupérés. Je travaille avec une jeune femme qui fait des robes à partir de fils plastiques qui sortent d'une imprimante 3D. Je travaille, par exemple, en scénographie avec des matériaux biosourcés. Donc, je pourrais vous citer dans ces matériaux biosourcés l'utilisation d'algues, donc par Samuel Tomatis, par exemple, qui fait des briques. Et avec ces briques, on peut composer des décors. Je travaille beaucoup avec Charlotte Gauthier-Ventour, qui est à la fois scénographe et à la fois plasticienne, qui travaille, elle, avec de la spiruline, donc qu'elle utilise aussi dans son travail plastique parce que la spiruline, en séchant, se décompose et l'œuvre est tout le temps en transformation. Je travaille aussi avec Axel Mal, qui dit « Contre l'obsolescence de nos décors, je propose un matériau qu'on peut composter. » C'est-à-dire, le spectacle a fini de tourner, ton décor, tu le mets au compost. Et toutes ces questions-là, j'ai aussi beaucoup bossé avec des paysagistes. Et je sais qu'aujourd'hui, on travaille par exemple sur du mobilier urbain qui est bioluminescent.
Je sais que dans le paysage, on travaille sur la trame noire, qui est quand même une composante qui est assez importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on éteint. Et je trouve que tous ces éléments-là, en fait, on doit absolument s'en saisir aujourd'hui pour essayer de transformer notre façon de faire de la lumière, et peut-être pour revenir aux zones d'inconfort dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi on ne mettrait pas qu'un seul projecteur? Pourquoi on ne baisserait pas le niveau pour permettre aux spectateurs de s'habituer à une petite pénombre dans laquelle il trouvera ce qu'il a à voir? Et je suis ravie de tous les exemples qu'on a pu avoir cet après-midi sur cette façon de refaire rentrer la lumière naturelle sur les plateaux. Maintenant, on est quasiment obligé, on a souvent des entrées de lumière naturelle. Moi, je les garde, je les gélatine. Et je joue sur la circulation du soleil. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la proposition d'éclairer le jeu et non le décor. C'est-à-dire, chez Strahler, il y a quelque chose qui est absolument fascinant et qui exige de notre regard d'aller voir un peu plus loin. Donc voilà, je voudrais qu'on réinvite ces choses-là sur les plateaux et qu'on réinvente aussi ensemble une façon de retrouver la lumière juste, mais juste la lumière. Voilà. Merci. Merci Annie. David Debrinet, donc toi, pendant le confinement, je crois que tu as particulièrement pu développer les outils informatiques qui te servent dans ton travail de création. Oui, donc j'ai créé il y a quelques années un studio de conception lumière. Voilà, j'ai un peu modifié mon process de travail, et donc un endroit avec un studio que j'ai créé avec quelqu'un. Et du coup, pour travailler à la fois, je travaillais beaucoup en spectacle vivant, beaucoup opéra, danse, mais aussi un peu dans le milieu de l'événementiel, voilà, notamment pour des clients privés dans le domaine du luxe. Et j'en avais un peu marre de jongler avec les problèmes de l'intermittence et les soucis administratifs. Et puis j'avais aussi envie de créer un outil on a des pratiques quand même qui sont assez solitaires en lumière. On fait souvent un peu la lumière tout seul dans son coin. Et donc, ça me plaisait l'idée de créer un studio en fait, qui permettrait à plusieurs personnes qui font de la lumière de faire de la lumière ensemble sur différents projets. Mais voilà. Et aujourd'hui, on est régulièrement 4, 5 éclairagistes autour de la table, chacun en travaillant sur des projets différents. Et j'avoue que j'avais un peu envie de ça. Et c'est vrai que le secteur notamment de l'événementiel a nécessité qu'on se penche encore plus sur toutes les questions liées à la modélisation 3D. Qui est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément. Et le confinement a rajouté évidemment une couche là-dessus, puisque étant coincé, alors dans un premier temps chacun chez soi, mais après globalement chacun dans son pays, on a commencé à nous demander d'être en mesure de livrer des événements à distance. Voilà. Donc on s'est penché sur la question. On avait déjà un peu investi, on avait déjà une console lumière à domicile, des tours informatiques, des logiciels qui permettent de le faire. Et donc on a, développé enfin on les a pas développés nous, mais en tout cas on a concentré au sein du studio des outils existants qu'on a combinés pour permettre, par exemple aujourd'hui, de livrer à distance des clés en main en fait, des designs lumière. Voilà. Alors je relativise la portée de ça parce que, évidemment, je trouve que dans sa question des nouveaux outils numériques, Nicolas avait un peu commencé à aborder la question tout à l'heure, il y a quand même tout un rapport à l'éducation de ces outils. Voilà. Et même si on a un certain nombre à utiliser un logiciel qui s'appelle WYSIWYG, what you see is not what you get. Donc la première chose à dire à toute personne qui sollicite ou qui est curieux de ça, c'est que non, ce qu'on voit sur un écran n'est évidemment pas la réalité et que ça ne remplacera jamais le fait d'aller sur place, de travailler avec ses mains et notamment avec sa rétine. Nonobstant, il fallait quand même bien pouvoir travailler ça. Et certains projets, on va dire, que je rapprocherai plus, on va dire, de tout ce qui est, par exemple, des animations pixel to pixel. Ce genre de projets lumière sont tout à fait modélisables, on va dire, en 3D. La seule chose qu'il y a à faire après sur place, c'est ajuster les questions d'intensité, éventuellement un peu de colorimétrie, mais même si sur des outils comme de la LED, je trouvais RGB White, aujourd'hui, on arrive quand même à être assez précis en termes de couleurs, et ce qui ne nous empêche pas, en plus, nous, au sein du studio, de toute façon,
quand on travaille sur de la LED, par exemple, d'avoir un ruban de strip LED à côté. Et ça, pour le coup, on peut calibrer, nous faire nos palettes de couleurs voilà, directement au sein à la vue, quoi, pour le coup, à la rétine, et après à envoyer ces shows-là. Donc on envoie par mail, hein, tout simplement, des clés USB directement dans la console lumière et restitution du show. Voilà, donc après, avec des ajustements quand ça va un peu plus loin que le pixel to pixel, sur recalibrer un peu des palettes, de couleurs, de placement et de focus, évidemment. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui nous a intéressés, qui continue d'ailleurs de nous intéresser beaucoup, parce que moi, je pense que quand je réfléchissais un peu au sujet de la table ronde, c'est-à-dire comment aborder ces nouveaux outils numériques, je pense, moi j'ai le sentiment que la première chose, c'est de les accepter. Parce que de toute façon, c'est une cause perdue. C'est-à-dire que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Donc la question pour moi, c'est plutôt de dire comment est-ce que je maintiens mon rapport à la création tout en suivant, évoluant avec ces technologies qui, de toute façon, sont en train... On a beau ici faire une table ronde sans éclairage LED, c'est quand même illusoire de penser que dans 10 ans, la même table ronde se fera encore sans éclairage LED. Donc voilà, donc on avance avec. Et moi, c'est vrai que ça me plaît aujourd'hui, en tout cas au sein du studio, d'avoir 2 consoles lumière qui sont côte à côte avec une bibliothèque de, je sais pas, peut-être 40, 50 livres sur la peinture de la Renaissance, voilà. Et c'est cet aller-retour finalement entre la peinture de la Renaissance et une Grand A3 connectée à un ordinateur, connectée à un logiciel de visualisation 3D, qui aujourd'hui, en tout cas, m'intéresse. Et voilà. Et par rapport, pour rebondir un peu à ce que vous disiez sur la question aussi de la transition écologique, je reviens un peu sur la question de plus, on va dire, théâtrale, et la question de la maquette physique ou de la maquette 3D. Typiquement, aujourd'hui, où on a quand même des métiers qui sont faits de mobilité, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'est pas... Je repense au sketch des Deschiens, avec qui c'est qui voulait faire chanteur d'opéra dans la Sarthe et pas au-delà de 16 heures. Bon, c'est pas notre cas, donc on bouge beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on se pose la question de la mobilité, évidemment dans un rapport d'écologie, c'est vrai que moi, ça m'interroge le fait de dire qu'il faut que je fasse 500 km, par exemple, pour aller voir une maquette physique chez un scénographe, versus être sur une création, lui ailleurs, et on échange via des fichiers 3D qui font que, où que je sois, je suis capable de récupérer son outil, de me promener dedans, de travailler, de lui faire des retours et d'avancer comme ça, et du coup de créer les conditions que nous soyons globalement dans une même zone géographique pour pouvoir enfin se poser ensemble sur la maquette, par exemple. Ça, c'est... je trouve que voilà, par exemple, pour cette donnée-là, je trouve que l'apport du numérique pour ces modélisations 3D sont importantes. On parlait aussi un peu des nouveaux spécialistes. C'est vrai que nous, on se heurte clairement aujourd'hui à ces limites-là, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers dont on a besoin. On a eu une expérience... mon associé au sein du studio, Idriss, faisait les lumières vendredi du concert du Youssou N'Dour à Bercy. Il a dû refaire le réseau de Bercy parce qu'ils ont rajouté un kit lumière sur un kit existant, parce que le concert s'est greffé entre 2 dates du rappeur américain, la 50 Cent. Donc ils rajoutaient des projecteurs, mais on utilisait une partie du kit de 50 Cent, et voilà. Et personne aujourd'hui à Bercy était capable en fait de remettre le réseau droit pour que voilà. Et donc c'est Idriss et l'autre pupitreur qui sont allés eux-mêmes en fait trifouiller dans le réseau de Bercy pour remettre tout droit, alors que le technicien d'accueil de la salle en fait était plus capable de le faire. Voilà quoi. Donc c'est vrai que ça pose aujourd'hui voilà ces questions un peu de la transition. Et juste pour ne pas être trop long, pour terminer, nous, la modélisation 3D qu'on a développée, elle nous a servi aussi, par exemple, sur un projet, je ne sais pas si on a vite fait les images de photos. Ouais, les photos. Les photos, très rapidement. On a travaillé sur un projet avec un partenaire qui fait beaucoup de vidéo mapping, avec qui on partage nos bureaux, BK. Et on a fait un projet type Fête des Lumières, mais qui n'était pas dans le programme de la Fête des Lumières, à Fourvière, en décembre dernier. Et donc,
là, tu peux avancer sur les photos suivantes. Donc on a modélisé tout Fourvière. Voilà, la colline, alors on ne s'est pas trop étendu sur la colline quand même, mais on a fait un peu le parvis. Et on avait un problème, c'est que la vidéo était projetée sur cette façade-là, et nous on faisait la lumière des 3 autres faces. Et donc la question, c'est qu'on avait, le show faisait 16 minutes, évidemment tout timé sur une musique, sur de la vidéo, et donc d'abord avec évidemment que 2 nuits sur place pour restituer le show, donc encoder 16 minutes en 2 nuits, ça paraît déjà très complexe. Et l'autre complexité, c'est qu'on joue sur 3 faces, dont une qui n'est visible que des quais de Saône. Donc si à chaque fois qu'on fait un effet lumière, il faut prendre le funiculaire, descendre sur les quais de Saône, vérifier, prendre le talkie-walkie, mettre un peu plus de rouge, machin, ok c'est bon, je remonte, et faire ça comme ça pendant 2 nuits, c'est évidemment infernal. Donc on a modélisé l'intégralité et on a encodé virtuellement l'intégralité du show qu'on est capable aujourd'hui de jouer en direct avec la vidéo à côté, et donc à la fois de présenter aux commanditaires le show 1 mois avant, 2 mois avant, s'il y a quelques retouches à faire, on peut les faire virtuellement, et du coup de dire les 2 nuits qu'on passe, qui plus est en décembre dehors à Fourvière, ne sont faites vraiment que pour réajuster les palettes de couleurs, parce que évidemment que ça, on n'arrive pas sur de la pierre, avec la texture de la pierre, on n'arrive pas à générer ça virtuellement. Et quelques palettes, voilà. Et en 2 fois 4 heures, on a pu recaler un show comme ça de 16 minutes. Et on n'aurait jamais pu faire un show aussi pointu si on avait eu simplement 2 nuits sur place pour faire ça, quoi. Et juste pour vous donner un dernier exemple, si tu veux mettre la vidéo... Ouais, la vidéo, voilà. C'est l'exemple d'un show qu'on a livré à distance à Miami. Voilà, donc fait avec un outil de visualisation connecté à un modélisateur 3D, et sur lequel non, il n'y a pas de son. Ça, c'est l'événement, mais ce qu'il y a, c'est que toute la lumière que vous voyez là, c'est vraiment la console lumière qui joue, c'est-à-dire que c'est les gobos des BMFL au centre qui tournent, sur les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'animation faite comme ça, c'est vraiment la Grand-Ma qui actuellement restitue en direct. Alors après, on fait un export de film, mais les lumières physiques qui ont été posées construites via d'abord AutoCAD, puis WYSIWYG, puis paramétrées dans la Grand-Ma, et après on restitue le show intégralement comme ça, ce qui nous permet évidemment d'abord, comme les temps de montage, que ce soit en spectacle comme dans tous les secteurs culturels, se réduisent, on démine, entre guillemets, beaucoup de problématiques en amont, voilà, voilà. Alors, c'était pas pour faire de la pub, désolé, mais bon, voilà, et un peu les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui. Voilà. Évidemment, c'est plus propice à l'événement. En spectacle, moi, je reste assez... sur les opéras sur lesquelles je travaille, je reste assez fan de WYSIWYG, tout ça, pour travailler tout ce qui est angle et plan de feu, mais je garde encore le storyboard papier voilà, comme outil principal de travail, parce que voilà, je trouve que sur la partie spectacle, ces outils sont plus faits pour vérifier qu'on passe bien quand les décors sont complexes. Enfin, ce que tu disais, Elsa, ce matin, avec une maquette SketchUp, tout ça qui permet quand même assez rapidement de voir est-ce qu'on passe pas, et d'interagir assez rapidement, quoi. Voilà. Merci. Mireille Lescaut va nous rejoindre pour quelques mots de conclusion. S'il n'est pas trop tard pour toi, Mireille, je ne sais pas. Bon. Cette dernière table ronde manquait un peu de scénographe, mais notre plateau a changé, il y a eu des désistements, etc. Donc voilà, parce que c'est cette question de la maquette 3D et cette question de l'informatisation du cintre, il y a aussi tout un ensemble de technologies aujourd'hui qui renouvellent un peu le langage de la scénographie dont nous n'avons pas traité.